Une nuit a renversé des certitudes installées depuis des décennies, et le Sahel a cessé d'être seulement un décor de défaite annoncée. En quelques heures, des réseaux locaux ont intercepté des signaux faibles, coordonné des villages et des unités, puis frappé avant d'être frappé, changeant la dynamique régionale et la perception internationale. Que signifie pour un observateur ordinaire cette démonstration d'autonomie associée à Ibrahim Traoré quand l'aide extérieure n'est plus le pivot et que la lecture du terrain devient l'arme? Si ce modèle tient dans la durée, il déplacera les règles de la sécurité, de la coopération et de la résilience bien au-delà du désert. Ce qui suit n'est pas un récit héroïque classique ni une célébration sans nuance. Il s'agit d'un décryptage méthodique d'un basculement qui oblige à revoir des hypothèses tenaces sur la sécurité, la coopération et la capacité d'action locale dans le Sahel. L'enjeu pour le lecteur est clair: comprendre comment une région longtemps décrite comme dépendante a pu produire, en un temps très court, une réponse opérationnelle crédible, puis en mesurer les limites réelles. L'intérêt n'est pas seulement géopolitique. Derrière les cartes et les analyses, il y a des mécanismes concrets: circulation de l'information, coordination sans lourde hiérarchie, décisions prises sous contrainte extrême. Ces éléments éclairent des situations bien au-delà de l'Afrique de l'Ouest, là où des communautés cherchent à agir malgré des ressources restreintes et une pression extérieure constante. Mais le risque est tout aussi réel. Confondre un succès ponctuel avec un modèle universel peut mener à des lectures simplistes et à des choix stratégiques fragiles. La suite vise donc à distinguer ce qui relève d'une rupture durable de ce qui dépend de circonstances exceptionnelles. La surprise n'a pas tenu à l'intensité des combats, mais à leur timing. En moins de 12 heures, une menace annoncée comme inévitable a été neutralisée, alors que nombre d'analystes tablaient encore sur une nouvelle phase d'attente et d'attrition. Cette compression du temps opérationnel a constitué le premier signal fort. Quelque chose avait changé dans la manière de lire le terrain et d'agir collectivement. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir au contexte du Sahel tel qu'il était perçu avant l'offensive. Pendant des années, la région a été décrite comme structurellement dépendante d'appuis extérieurs, prisonnière de chaînes de commandement longues et d'interventions fragmentées. Les forces locales étaient souvent présentées comme réactives plutôt que proactives, condamnées à subir l'initiative adverse. Cette lecture dominait aussi bien les rapports internationaux que les commentaires médiatiques. Or, sous cette surface, un autre processus se développait. Des réseaux d'information informels reliaient villages, unités mobiles et responsables locaux. Des habitudes de coordination se sont installées, non par doctrine importée, mais par nécessité quotidienne. Ibrahim Traoré s'est inscrit dans cette dynamique en donnant une valeur stratégique à ce qui était jusque-là considéré comme marginal. Signaux faibles, circulation rapide de décisions, confiance dans la connaissance fine du terrain. La mini-révélation, et c'est là. Le changement n'a pas commencé avec l'offensive elle-même, mais avec la reconnaissance progressive d'une intelligence collective locale. Quand l'alerte est apparue, les mécanismes étaient déjà en place. L'action rapide n'a fait que rendre visible un basculement plus ancien, longtemps ignoré par les observateurs extérieurs. Cette relecture du contexte oblige à poser une question centrale. A-t-on sous-estimé pendant des décennies la capacité du Sahel à produire ses propres réponses stratégiques? Pour saisir concrètement ce tournant, il faut quitter les analyses globales et suivre le fil d'acteurs précis sur le terrain. Ibrahim Traoré n'apparaît pas ici comme un chef lointain, mais comme un point de convergence entre décisions militaires et réalités locales. Son rôle a surtout consisté à légitimer des pratiques déjà existantes, écouter les remontées venues des villages, raccourcir les circuits de décision et accepter l'incertitude comme donnée permanente. Les premiers impacts ont été visibles presque immédiatement. Dans plusieurs zones jusque-là figées par la peur, des déplacements ont repris, modestes mais symboliques. Des villages considérés comme périphériques sont devenus des relais d'information, capables d'alerter et d'orienter des unités mobiles. Ce n'était pas encore un retour à la normalité, mais un changement de posture, attendre moins, agir plus vite, même avec des moyens limités. Un microcas illustre cette dynamique. Lorsqu'une rumeur d'attaque a circulé, elle n'a pas été transmise verticalement jusqu'à une autorité éloignée. Elle a été recoupée localement, partagée entre acteurs civils et militaires, puis intégrée dans une décision rapide. Ce court-circuitage des délais habituels a permis une réaction précoce, là où, auparavant, l'inaction dominait. Ces effets les précoces ne suffisent pas à prouver une transformation durable. Ils montrent cependant
un glissement décisif. La sécurité n'est plus pensée uniquement comme une protection imposée de l'extérieur, mais comme un processus coproduit par ceux qui vivent le territoire au quotidien. En ce sens, le personnage guide n'est pas un héros isolé, mais un catalyseur d'énergie déjà présente. La question reste entière. Ces impacts initiaux peuvent-ils résister à l'épreuve du temps et de la pression extérieure? Avant le basculement, la dynamique dominante était connue et presque routinière. Les alertes circulaient lentement, les décisions remontaient des échelons successifs, puis redescendaient souvent trop tard. Cette temporalité étirée favorisait l'initiative adverse et entretenait un sentiment d'impuissance durable. Dans ce cadre, la prudence était devenue synonyme d'attente et l'attente d'exposition accrue. Le déclencheur a été une série de signaux faibles, perçus localement comme inhabituels mais cohérents entre eux. Mouvements discrets, absence inhabituelle, rumeurs convergentes. Pris isolément, ces éléments auraient pu être ignorés. Ensemble, ils ont été interprétés comme l'annonce d'une offensive imminente. Le premier changement décisif a consisté à traiter ces indices comme exploitables immédiatement, sans attendre une confirmation venue de l'extérieur. Ibrahim Traoré et son entourage opérationnel ont alors validé une logique simple: frapper avant d'être frappé. Cette décision n'a pas reposé sur une certitude absolue, mais sur une évaluation du risque comparé. Ne rien faire revenait à subir un scénario déjà observé. Agir rapidement ouvrait une possibilité nouvelle, même imparfaite. Ce choix marque le passage d'une posture réactive à une posture d'initiative assumée. La phase suivante a été celle de la coordination accélérée. Des unités dispersées ont reçu des consignes claires et limitées, adaptées à leurs capacités immédiates. Les villages impliqués ont joué un rôle de relais, signalant les déplacements et sécurisant les accès connus. L'objectif n'était pas la conquête prolongée, mais la désorganisation rapide de l'adversaire. Chaque action devait produire un effet immédiat, visible et cumulatif. Le moment de contact a confirmé ce pari. Les premières frappes, ciblées et brèves, ont surpris des positions qui s'attendaient à une progression lente. Des ressources logistiques clés ont été neutralisées, réduisant la capacité de réaction adverse. La vitesse d'exécution a empêché l'installation d'un rapport de force classique. Là où un affrontement prolongé aurait favorisé l'attrition, la brièveté a imposé la confusion. L'après n'a pas été un simple silence. Les heures suivantes ont été consacrées à consolider l'avantage créé: vérification des informations, sécurisation minimale, communication interne pour éviter les rumeurs incontrôlées. Cette phase est souvent négligée, mais elle conditionne la crédibilité de l'action. Sans elle, le succès initial se dissout rapidement dans l'incertitude. Pour finir, les répercussions ont dépassé le cadre strictement militaire. Des zones perçues comme perdues ont changé de statut symbolique. La population locale a observé que l'initiative pouvait venir de l'intérieur et produire des résultats tangibles. Cette séquence de l'alerte à la consolidation résume le cœur du basculement: une chaîne courte, lisible, où chaque maillon renforce le suivant. Avant l'offensive, la norme opérationnelle dans ce type de contexte était connue: des actions fragmentées, étalées sur plusieurs jours, avec des résultats difficiles à stabiliser. Après le basculement, l'écart est apparu immédiatement, mesurable en temps, en logistique et en coordination régionale. Cette comparaison avant-après constitue le cœur de l'argument quantitatif. Un premier indicateur apparaît: la dégradation logistique adverse. Les rapports disponibles indiquent qu'en moins de 12 heures, une part majeure des capacités de ravitaillement a été neutralisée, atteignant près de 50% des stocks logistiques essentiels. Ce chiffre ne décrit pas seulement une perte matérielle. Il traduit un changement de rythme. Là où l'adversaire comptait sur la durée pour reconstituer ses moyens, la rupture rapide a rendu toute contre-attaque difficile à organiser. En clair, la fenêtre d'action s'est refermée avant même d'avoir été pleinement ouverte. Un deuxième indicateur s'impose: le temps d'exécution. Dans des opérations comparables, menées auparavant avec ou sans appui extérieur, la stabilisation d'une zone prenait généralement plusieurs jours, parfois davantage. Ici, moins de 12 heures se sont écoulées entre la première action et la sécurisation minimale des positions clés. Ce delta temporel est déterminant. Il réduit l'exposition des unités locales, limite l'escalade et empêche l'adversaire de restructurer sa réponse. La rapidité devient ainsi un multiplicateur d'efficacité, non un simple effet de surprise. Un troisième indicateur complète l'ensemble: la coordination simultanée sur trois fronts, impliquant le Burkina Faso, le Mali et le Niger.
Cette trilatéralité opérationnelle, rarement observée auparavant, a permis un partage d'informations en temps quasi réel. Le passage d'actions isolées à une synchronisation régionale marque un saut qualitatif. Là où les interventions extérieures souffraient souvent de cloisonnement institutionnel, les réseaux locaux ont privilégié des circuits courts, adaptés aux réalités du terrain. Ces trois mesures doivent être lues avec prudence. Elles ne signifient pas une supériorité structurelle définitive, mais elles attestent d'une capacité ponctuelle à produire des effets mesurables avec des moyens limités. Ibrahim Traoré a mis en avant cette logique d'écart plutôt que de volume, créer un déséquilibre temporaire suffisamment fort pour inverser la dynamique, puis se retirer avant l'enlisement. Un point mérite toutefois d'être souligné. Ces chiffres n'existent que parce qu'ils s'appuient sur des infrastructures locales d'information, parfois artisanales, mais adaptées. Sans la collecte rapide de données, la coordination n'aurait pas pu atteindre ce niveau. Le quantitatif ne remplace donc pas le qualitatif. Il en est la traduction visible. La question demeure ouverte. Ces écarts mesurés peuvent-ils être maintenus dans le temps ou ne sont-ils efficaces que dans des séquences brèves et ciblées? Une lecture critique s'impose face à ce succès rapide, et elle s'articule autour de deux arguments principaux souvent avancés par les observateurs sceptiques. Le premier consiste à affirmer que cette efficacité ne peut s'expliquer sans un soutien extérieur implicite. Selon cette thèse, la précision des frappes, la rapidité de coordination et l'usage d'outils de surveillance supposeraient une aide technologique ou logistique discrète, incompatible avec l'idée d'une autonomie réelle. Dans cette perspective, le récit d'une victoire strictement locale masquerait une dépendance simplement moins visible. Le second argument souligne le caractère ponctuel de l'opération. Même si l'action a été efficace, elle serait avant tout le produit de circonstances exceptionnelles. Surprise, faiblesse temporaire de l'adversaire, convergence rare d'informations. Rien ne garantirait que ce type de succès puisse être reproduit face à un ennemi mieux préparé ou sur une durée prolongée. Autrement dit, l'événement serait spectaculaire mais non structurant. Ces deux objections méritent d'être prises au sérieux. Il serait naïf de nier que des technologies modernes, même rudimentaires, jouent un rôle dans les conflits contemporains. De même, toute opération militaire comporte une part de contingence. Toutefois, la réponse ne réside pas dans la négation de ces facteurs, mais dans leur hiérarchisation. Les outils utilisés n'éteignent pas des systèmes lourds importés, mais des dispositifs adaptés, souvent assemblés localement, intégrés à des réseaux humains existants. Leur valeur ne tenait pas à leur sophistication, mais à leur adéquation avec le terrain. Quant au caractère ponctuel, il faut rappeler que la rapidité observée n'est pas née du hasard. Elle est le résultat de pratiques répétées de coordination et de circulation d'informations, développées sur la durée. L'opération a révélé ses capacités plus qu'elle ne les a créées. La question n'est donc pas de savoir si chaque action future reproduira ce schéma, mais si cette manière d'agir modifie durablement les attentes et les comportements des acteurs locaux. En ce sens, la force du modèle ne réside pas dans l'absence totale de contraintes, mais dans la capacité à les intégrer et à agir malgré elles. C'est cette flexibilité, plus que la performance brute, qui constitue le cœur du basculement observé. Ce qui a réellement changé au cœur de cette séquence n'est ni la carte des forces, ni l'équilibre matériel, mais la maîtrise du tempo. En compressant l'intervalle entre information, décision et action, les acteurs locaux ont déplacé le centre de gravité du conflit. L'avantage ne venait plus de la capacité à durer, mais de la capacité à surprendre, puis à se retirer avant la reconstitution adverse. Cette logique rompt avec des décennies d'approches fondées sur l'occupation prolongée et l'attrition. Ibrahim Traoré a incarné ce déplacement en validant une idée simple mais rarement assumée: accepter l'imperfection pour gagner la vitesse. Les décisions n'étaient pas exhaustives, les informations parfois incomplètes, mais l'ensemble formait une cohérence suffisante pour agir. Cette tolérance à l'incertitude a libéré l'initiative à des niveaux jusque-là bridés par la recherche de garanties impossibles dans un environnement instable. La révélation centrale tient donc en un renversement de priorité. Là où l'on cherchait auparavant à sécuriser chaque paramètre avant d'intervenir, l'action devient un moyen de clarification. Agir permet de tester les hypothèses, de provoquer des réactions lisibles et d'ajuster immédiatement. Le terrain cesse d'être un obstacle opaque et devient un révélateur dynamique. Ce changement de logique explique pourquoi l'impact a dépassé le cadre strictement militaire. Il a redonné aux acteurs locaux un sentiment de contrôle sur la séquence des événements, même brièvement.
La question qui s'impose est désormais la suivante. Cette maîtrise du tempo peut-elle rester un avantage lorsque l'effet de surprise s'estompe? Les effets de ce basculement ne se sont pas limités aux cartes d'état-major. Ils se sont diffusés, de manière inégale mais perceptible, à travers plusieurs cercles d'acteurs directement concernés. Comprendre ces conséquences permet de mesurer la portée réelle de l'action, au-delà de son succès immédiat. Pour les institutions nationales, l'impact a d'abord été symbolique, puis opérationnel. La capacité à agir rapidement a renforcé la crédibilité interne des autorités, en particulier au Burkina Faso. Une initiative associée à Ibrahim Traoré a montré que l'État pouvait encore produire de la décision et de la protection, même dans des zones longtemps considérées comme perdues. Cette crédibilité reste fragile, mais elle modifie le rapport entre pouvoir central et territoire périphérique. Là où dominait la défiance, une attente nouvelle s'est installée. Du côté des acteurs économiques locaux, les effets ont été plus pragmatiques. La sécurisation temporaire de certains axes a permis la reprise partielle des échanges et la réouverture de marchés. Il ne s'agit pas d'un redémarrage massif, mais d'une respiration. Des producteurs et commerçants ont retrouvé une marge de manœuvre minimale suffisante pour reprendre des activités interrompues. Cette dynamique économique reste dépendante de la stabilité, mais elle illustre un lien direct entre initiatives sécuritaires et survie économique. Pour les populations civiles, l'impact le plus marquant a été psychologique. Le sentiment d'abandon, nourri par des années d'attente et de promesses non tenues, a été momentanément fissuré. Le fait que l'initiative vienne de l'intérieur a compté autant que le résultat lui-même. Des déplacements de retour ont été observés, prudents mais significatifs. La peur n'a pas disparu, mais elle n'est plus la seule boussole des comportements quotidiens. Pour finir, à l'échelle régionale, la séquence a provoqué une réévaluation silencieuse. Les pays voisins ont observé avec attention cette capacité de coordination rapide entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Sans créer un nouveau modèle formalisé, l'événement a élargi le champ du pensable. Il a montré qu'une coopération régionale pouvait émerger sans cadre lourd, ni pilotage extérieur visible. Cette perception modifiée pèse déjà sur les calculs diplomatiques et sécuritaires. Ces quatre niveaux révèlent une même logique. L'effet principal n'est pas la victoire elle-même, mais le déplacement des attentes. Ce qui semblait impossible devient envisageable, même brièvement. Reste à savoir si cette fenêtre peut être exploitée sans générer de nouvelles tensions ou désillusions. À partir de ce point, l'analyse ne peut plus se contenter du constat. Elle doit envisager des trajectoires possibles sans attribuer de probabilité, mais en identifiant des logiques cohérentes. Trois scénarios se dégagent à l'horizon des 6 à 12 mois, chacun révélant des tensions différentes. Un premier scénario, celui de la consolidation, repose sur la capacité à transformer l'initiative ponctuelle en routine stable. Les succès initiaux sont prolongés par une sécurisation progressive des zones reprises, une coordination régionale maintenue et une réactivation durable des circuits économiques locaux. Dans cette configuration, l'approche incarnée par Ibrahim Traoré gagne en légitimité interne et élargit sa base d'appui. La coopération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger s'approfondit de manière pragmatique, sans institutionnalisation lourde, mais suffisante pour dissuader des offensives rapides. Ce scénario suppose une discipline élevée et une gestion fine des attentes populaires. Un scénario intermédiaire est celui d'une stabilisation partielle. Les mécanismes de réaction rapide subsistent, mais leur efficacité s'érode sous l'effet de contraintes multiples: pression diplomatique, limites économiques, fatigue des réseaux locaux. Les zones sécurisées alternent entre phases de calme relatif et résurgence de tensions. Les autorités conservent l'initiative sur certains segments, mais peinent à l'étendre durablement. Dans ce cas, le basculement observé reste réel, mais circonscrit. Il modifie les équilibres sans les refonder complètement. Un dernier scénario, celui du repli, correspond à une perte progressive de l'avantage temporel. L'adversaire s'adapte, les circuits d'information se fragmentent et la pression extérieure s'intensifie. Les décisions rapides deviennent plus risquées, moins lisibles, et l'effet de surprise disparaît. Les populations, confrontées à des résultats inégaux, peuvent basculer de l'espoir à la désillusion. Ce scénario ne nie pas la réalité du succès initial, mais souligne sa vulnérabilité face à l'usure et aux contraintes structurelles. Ces trois trajectoires ont un point commun: aucune ne dépend exclusivement de facteurs militaires. La variable décisive réside dans la capacité à articuler sécurité, gouvernance et attente sociale.
Le véritable enjeu n'est donc pas de prédire l'avenir, mais de comprendre quelles décisions présentes, ferment ou ouvrent ces chemins possibles. À ce stade, l'analyse dépasse le seul cadre sahélien et renvoie le lecteur à des situations plus proches de son propre environnement. Ce qui se joue ici n'est pas uniquement une question de conflit armé, mais une manière d'agir sous contrainte lorsque les ressources sont limitées et que les cadres établis semblent inadaptés. Le cas du Sahel agit comme un miroir grossissant de dilemmes largement partagés. Pour les communautés confrontées à l'insécurité ou à la crise, la séquence observée rappelle que l'attente d'une solution extérieure peut devenir un facteur de vulnérabilité supplémentaire. L'expérience sahélienne suggère qu'une capacité minimale d'organisation locale, même imparfaite, peut modifier l'équilibre des forces psychologiques. Le sentiment d'agir, fût-ce partiellement, change la perception du risque et redonne une marge de choix là où dominait la résignation. Pour les acteurs institutionnels et décideurs, l'exemple interroge la relation entre centralisation et efficacité. La rapidité observée n'est pas née d'une planification exhaustive, mais d'une délégation assumée et d'une confiance relative accordée aux échelons de terrain. Cette logique heurte des cultures administratives fondées sur le contrôle et la validation permanente. Elle pose une question inconfortable. À partir de quel seuil la recherche de sécurité procédurale affaiblit-elle la capacité d'action réelle? Pour finir, pour le citoyen ordinaire, l'histoire portée par Ibrahim Traoré invite à réfléchir à la notion de résilience collective. Elle montre que celle-ci ne se décrète pas, mais se construit par des pratiques répétées, souvent invisibles, qui deviennent décisives en période de rupture. L'enjeu n'est pas d'idéaliser un contexte extrême, mais de reconnaître que la coordination, la confiance et la circulation rapide de l'information sont des leviers universels. Cette résonance explique pourquoi le récit du Sahel suscite autant d'échos au-delà de la région. Il ne fournit pas de recettes clés en main, mais il oblige à reconsidérer une certitude confortable, celle selon laquelle l'action efficace doit toujours venir d'en haut ou de l'extérieur. Si l'on cherche à transformer l'élan observé en dynamique durable, plusieurs étapes se dégagent en fait, non comme un plan rigide, mais comme une séquence logique d'actions interdépendantes. Cette feuille de route ne promet pas une stabilité immédiate. Elle vise à réduire la vulnérabilité créée par l'essoufflement ou la dispersion des efforts. Ibrahim Traoré a souvent insisté sur cette idée. Consolider compte autant que frapper. La première étape consiste à sécuriser dans la durée les zones reprises. Il ne s'agit pas d'une occupation lourde, mais d'une présence suffisante pour empêcher un retour rapide de la menace. Des patrouilles locales, appuyées par des relais civils, permettent de maintenir un niveau d'alerte sans militariser excessivement le quotidien. Le critère de réussite n'est pas l'absence totale d'incidents, mais leur détection précoce et leur neutralisation rapide. La deuxième étape porte sur la restauration des services essentiels. Écoles, points de santé et accès à l'eau jouent un rôle stabilisateur plus fort que de nombreuses opérations coercitives. Leur réouverture signale que l'action sécuritaire produit des bénéfices concrets. Sans cette traduction sociale, l'initiative militaire reste abstraite et fragile. La mesure de l'impact passe ici par la fréquentation et la continuité, non par des annonces formelles. Dans un troisième temps, il devient crucial de relancer les circuits économiques locaux. Sécuriser des axes, même temporairement, permet aux échanges de reprendre et aux populations de reconstruire des moyens de subsistance. Cette étape réduit la dépendance à l'aide et renforce l'adhésion locale. Elle suppose une coordination étroite entre acteurs civils et autorités, afin d'éviter que les gains ne soient captés par quelques-uns. Pour finir, la coopération régionale pragmatique doit être entretenue. Sans structure lourde, le maintien de canaux d'information entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger constitue un filet de sécurité collectif. Cette articulation progressive est peut-être l'héritage le plus durable de la séquence actuelle. Cette feuille de route reste conditionnelle. Elle n'élimine ni les pressions extérieures, ni les tensions internes, mais elle trace un chemin praticable entre immobilisme et escalade incontrôlée. Le basculement observé dans le Sahel ne se résume pas à une opération réussie ou à une série de décisions audacieuses. Il renvoie à une image plus simple, presque silencieuse. Des villages longtemps figés qui recommencent à s'organiser, des routes à nouveau empruntées, des voies locales qui cessent d'être marginales. Ibrahim Traoré s'inscrit dans ce moment comme un point de cristallisation, non comme l'unique moteur, mais comme celui qui a rendu visible une capacité longtemps ignorée. Le rappel essentiel est l'abdiqué là.
Ce qui a changé n'est pas seulement l'équilibre militaire, mais le récit que la région produit sur elle-même. Passer d'un statut de terrain subi à celui d'espace agissant modifie profondément les comportements, même lorsque les contraintes demeurent lourdes. Cette transformation symbolique précède souvent les transformations matérielles durables. Il serait illusoire de voir dans cette séquence une fin de l'histoire. Les fragilités persistent, les menaces se recomposent, et l'élan peut s'éroder. Mais quelque chose a été déplacé. Une frontière mentale a reculé. La certitude de l'impuissance n'est plus totale, et c'est précisément cette fissure qui compte. Au fond, la force de ce moment tient dans une idée simple: la résilience n'est pas une abstraction. Elle prend forme dans des choix concrets, répétés, parfois discrets, qui redonnent prise sur le réel. C'est cette leçon, plus que la victoire elle-même, qui résonne au-delà du désert. À ce point du récit, il ne s'agit plus de conclure par une injonction ou une certitude. L'histoire du Sahel, telle qu'elle s'est récemment écrite, invite plutôt à une réflexion partagée. Elle montre comment une région longtemps observée à distance a produit ses propres réponses, avec leurs forces et leurs limites, et comment ces réponses ont déplacé le regard extérieur. Ibrahim Traoré n'y apparaît pas comme un modèle à copier, mais comme un révélateur d'un potentiel collectif souvent négligé. Pour le lecteur, l'enjeu n'est pas d'adhérer ou de rejeter ce parcours, mais d'en discuter les implications. Qu'est-ce que cette expérience dit de la place accordée aux solutions locales dans un monde habitué aux schémas importés? Comment éviter que l'inspiration ne se transforme en simplification ou en mythe commode? Et surtout, comment écouter ces voix sans les enfermer dans un récit qui les dépasse? Cette histoire ouvre un espace de dialogue plutôt qu'une conclusion fermée. Elle rappelle que la résilience collective n'est jamais acquise, qu'elle se construit, se teste et parfois se corrige. En ce sens, le Sahel n'est pas seulement un cas d'étude, mais c'est un point de départ pour une conversation plus large sur l'autonomie, la coopération et la responsabilité partagée. La question reste volontairement ouverte. Quelles leçons méritent d'être retenues et lesquelles doivent encore être interrogées?